Bonjour à tous et bienvenue dans le live event Territoire sur la région Île-de-France. Nous sommes avec trois experts de premier plan. Alexandra Dublanche, vice-présidente du conseil régional chargé du développement économique et de l'attractivité. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Dominique Ristineau, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alexandra Dublanche, tous les lundis, sauf celui-ci, pour cause de lundi de Pâques, vous assistez à une réunion organisée par le préfet de région Michel Cadot pour organiser le déploiement des dispositifs de l'État et de la région. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé du coup hier? Qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point à jour de ce qui existe et de ce qui a été décidé ces dernières 24 heures? Tout à fait. Alors bonjour à tous. Effectivement, depuis un mois à peu près, on a ces réunions téléphoniques hebdomadaires au niveau de l'Île-de-France qu'on déploie ensuite au niveau des départements et même des bassins d'emploi pour être au plus près des territoires. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une importance vitale en ce moment, c'est de diffuser l'information au maximum dans les territoires et évidemment faire remonter des problématiques qui peuvent être un peu variées selon là où on se situe. On ne va pas avoir les mêmes remontées d'un département comme les Hauts-de-Seine avec la Défense où une bonne partie est passée en télétravail que dans la Seine-et-Marne, voilà, où on a plus de problématiques liées aussi à la ruralité, à l'éloignement et voilà, il y avait peut-être plus de questions sur l'ouverture des marchés forains, typiquement, pour donner quelques exemples. Donc hier, on a beaucoup parlé de la difficulté d'accès des TPE au crédit bancaire. On a tous, que ce soit Bernard Cohen-Haddad, que ce soit Didier Kling de la CCI, enfin on a tous remonté ces remontées de terrain, enfin ces difficultés de terrain, pardon. Voilà, avec il y a les banques qui sont présentes aussi dans ces réunions, donc ce n'est pas pour acculer les banques, mais c'est juste pour remonter ce qui nous est dit par les TPE, notamment les très petites entreprises. On a prévu de faire des groupes de travail particuliers là-dessus pour être sûr que ces petites entreprises, elles aient accès au crédit bancaire et aux outils de l'État. On a aussi parlé de la deuxième vague du fonds de solidarité qui est destiné aux petites entreprises, là aussi, de moins de 10 salariés, 1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes, et qui ont fermé ou connu une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. On s'est beaucoup battu avec les régions et avec mes collègues qui sont là aujourd'hui dans cette réunion pour que ça soit abaissé à 50% et pas 70%, vu que le mois de mars avait été travaillé à moitié. Donc, on a parlé de cette deuxième vague. On a fait un point sur la première vague. Je ne sais plus où j'ai ça. Il y a environ, c'était combien? C'était, Bernard, pour l'Île-de-France. On a fait un point sur, voilà, Il y avait effectivement. 77 000 versements, de mémoire. Voilà, Voilà, c'était ça. c'est Hein. ça. Et à peu près, voilà, je me souviens, à 106 millions à Millions peu d'euros, près 106 millions d'euros. d'euros. Sachant que la région Île-de-France a mis 78 millions d'euros. Donc, on estime qu'on n'est pas encore au maximum de ce dont pourrait bénéficier l'Île-de-France, parce que pour rappeler sur le fonds de solidarité, c'était un pot commun, donc qui au départ était d'1 milliard. Maintenant, on est à 1 milliard, enfin, on a été à 1,7 milliard, et là, apparemment, l'État a annoncé qu'on serait à 7 milliards, c'est-à-dire qu'en fait, on est censé répondre à la demande totale qui existe. Donc, on se rend compte qu'au niveau de l'Île-de-France, proportionnellement, on n'est pas encore au maximum, d'où notre travail à tous, que ce soit la CCI, la CPME, le MEDEF et tous les acteurs, de diffuser cette information. On passe nos journées à faire cela pour que tous les territoires et pas ceux qui sont plus habitués à aller demander des aides, ils fassent bien appel, sachant qu'évidemment, ça ne va pas régler tous les problèmes. La première vague, c'était jusqu'à 1 500 euros. Là, on monte à 2 000, voire 5 000. Bon, tant que le décret n'est pas passé, je ne m'avance pas. Mais ça ne va pas régler tous les problèmes des petits commerçants, des petits auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Mais c'est déjà ça de prix et il faut qu'ils aillent le demander, le chercher. Donc, la deuxième vague est ouverte depuis hier via les régions. Voilà, vous m'avez demandé d'être brève, donc je reviendrai peut-être sur d'autres points parce que voilà, j'ai pas tout dit évidemment, mais il y a d'autres aides. Peut-être j'ai le temps de parler de deux aides que je trouve assez importantes, PME Covid et le prêt backup prévention à taux zéro en deux mots.
ou plus Oui, tard? allez-y. Oui. Alors, je le dis parce qu'il y a énormément de belles initiatives qui se font dans les territoires. Ça, on l'a vu, c'est aussi un aspect quand même positif de cette crise, hein. Toutes les entreprises, et je les remercie, se mobilisent pour créer des masques à visière, du gel hydroalcoolique. On a le leader des anesthésiants dentaires, Septodon, qui se met à faire des tonnes et des tonnes de gel hydroalcoolique. Il en a fait don à la région, d'ailleurs, on le distribue à ceux qui en ont besoin, les EHPAD, etc. Et donc, on a une aide traditionnelle qui s'appelle PME, qui va jusqu'à 250 000 euros. On l'a déplafonnée à 800 000 euros pour justement toutes les entreprises, soit qui veulent accélérer la cadence, soit qui réorientent leur production pour produire tous ces outils de protection. Donc voilà, ça c'est une première chose. On l'a voté la semaine dernière de façon dématérialisée. Deuxième chose qui devrait être opérationnelle demain, j'espère, parce que ça fait un moment que j'en parle, c'est le prêt backup prévention. C'est un prêt à taux zéro donc c'est un prêt qui a existé déjà à la région, mais à taux 3,8% avec la BPI. On a négocié avec la BPI pour que ça passe à un taux zéro. Et donc, ça pourrait aller de 10 000 à 300 000 euros de prêt différé de remboursement de 2 ans, pas de caution personnelle du dirigeant. Donc voilà, ça c'est un peu les deux nouveautés qui ont été annoncées, qui vont être opérationnelles pour aider toutes ces entreprises. Et je rappelle que si vous avez des questions, moi je peux les prendre et les poser à nos intervenants. Bernard Cohen-Haddad, on vient d'avoir le discours. Est-ce que, en tant que représentant Très des… concret, très Je concret. sais, justement, mais je voulais avoir aussi de l'avis du représentant des PME franciliennes. Est-ce que c'est, au-delà de cette prise de parole, les actes sont au rendez-vous? Écoutez, moi je suis satisfait que la région prenne son rôle de chef de file des aides et de la solidarité en Île-de-France. Dès le 13 mars, si ma mémoire est bonne, Valérie Pécresse nous a réunis tôt le matin pour avoir l'écoute des entreprises et la demande qui était d'abord une aide, le fonds de solidarité que nous avons créé en idée, et puis tout l'accompagnement qu'elle a aujourd'hui. Et cet accompagnement, il est vers la remontée du réel, et ça c'est très important puisque nous avons régulièrement des réunions avec les CCI, avec les autres acteurs sociaux, avec la préfecture, bien entendu avec la région. Et c'est important qu'on ait un discours de vérité. Et moi, aujourd'hui, peut-être, j'ai une colère, pour pas dire une blessure. Cette blessure, elle est quand j'entends les établissements financiers, c'est-à-dire les réseaux bancaires, qui sont satisfaits que 85% de leur réseau ont traité du PGE, prêt garanti par l'État. Moi, je trouve qu'il y a une certaine réserve parce qu'aujourd'hui, les remontées que nous avons à travers les CCI, et Dominique l'évoquera tout à l'heure, mais aussi à travers la cellule de crise de la région et de la CPME, c'est que notre priorité, ce n'est plus simplement le chômage partiel, qui était la première des demandes, c'est l'accès au financement des plus fragiles. Et donc, au lieu de faire de l'autosatisfaction, ma préoccupation, c'est comment on peut aujourd'hui faire en sorte que ceux qui sont en dehors des dispositifs d'aide puissent y avoir droit. C'est l'objet de la garantie complémentaire, l'avance remboursable, vous savez, les 500 millions rajoutés hier par Bruno Le Maire. C'est notre combat avec Dominique Restineau pour que les TNS, les travailleurs non salariés, soient effectivement dans la capacité d'avoir ces aides avec ces trois étapes aujourd'hui, hein, vous savez, les 1500, les 2000 et les 5000, et c'est ça aujourd'hui la priorité. Notre solidarité, c'est de travailler ensemble, c'est pas d'être content, c'est pas d'être content de soi. Nous sommes tous dans une chaîne qui a pour but de promouvoir le développement et surtout la sauvegarde de l'économie francilienne. Et donc, à ce titre, je le dis sans polémique, mais je crois que quand les choses vont bien, il faut le dire, on peut remercier la région, sa présidente, avec tout son dynamisme, sa forme et parfois son franc-parler, je crois qu'il faut aussi le reconnaître, mais aussi Alexandra Dublanche, de l'écoute des entreprises. C'est assez nouveau et je crois que c'était ce que nous attendons parce que nous le demandions. Dominique Restineau, est-ce qu'il faut faire du sur-mesure, comme l'a laissé un peu entendre aussi Bernard Cohen-Haddad à l'instant? Alors déjà, j'aimerais m'associer à ce que vient de dire Bernard. Oui, il y a un ensemble d'organisations de collectifs, la région pour la région Île-de-France, l'État, les mairies qui travaillent ensemble, véritablement ensemble. Et je crois que ça n'est pas possible autrement vu ce que nous vivons actuellement. Et je tiens à remercier effectivement Alexandra et Valérie Pécresse parce qu'on sent qu'il y a un pilote dans l'avion par rapport à la région.
en fonction de ce qui est fait, le gouvernement a mis en place des choses qui ont été totalement inédites sur 3 plans, que ce soit bien sûr les prêts garantis à 90% par l'État, que ce soit le fonds de solidarité et que ce soit également la mise en place du chômage partiel. Jamais on n'avait vu ça. Et on sent bien que là, c'est l'ensemble des acteurs, et j'ai envie de dire quasiment l'ensemble des acteurs républicains qui veulent travailler ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, Alexandra l'a dit, Bernard l'a dit également, c'est vrai qu'à un moment, on sentait qu'il y avait un peu de trou dans la raquette et que les tout petits, ceux-là, n'étaient pas dedans. Combien avons-nous de personnes qui ont pris contact avec nous pour nous dire mais moi, je ne suis pas là, donc je fais comment? J'ai plus rien. Et j'en connais de manière très, très proche. Donc, il faut effectivement descendre quasiment sur du sur-mesure. Je sais que c'est extrêmement compliqué, mais les services de l'État, en lien, les remontées que nous faisons chaque semaine, que ce soit au niveau régional, au niveau départemental, parce qu'il faut descendre sur le terrain et donc au niveau des bassins d'emploi et départemental. Il y a toute une partie, notamment avec les maires, qui est faite avec la population, mais il y a ce poumon, ces 2 poumons. Voilà, je vais les prendre, ceux-là qui sont effectivement l'économie globale, qui nous permettra, j'espère en tout cas, de repartir. Mais il faut descendre sur certaines activités. Je pense qu'il y a une forte réactivité, que ce soit de la région, que ce soit du gouvernement également, qui voit les problèmes que nous remontons tous sur le terrain. Je crois que les annonces qui ont été faites également pour un secteur totalement sinistré, qui est le tourisme, là, c'est les CHR, le café hôtel restaurant, c'est terrible également. Donc, il y a véritablement un regard très précis. Oui, il faut les regarder de manière très précise. Et puis, il faut corriger en permanence. Nul n'est parfait, mais il faut corriger en permanence. Je crois qu'on ne peut pas condamner les gens qui peuvent se tromper une fois, mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette réactivité. Je crois qu'il y a cette réactivité à peu près sur l'ensemble de la chaîne. Le tourisme est effectivement le secteur très impacté. Alexandra Dublanche, vous êtes aussi chargée d'attractivité. La région Île-de-France est une des régions les plus visitées du monde. Paris, première ville mondiale. Est-ce que justement ça appelle du coup à une nouvelle stratégie d'attractivité? Alors, on a déjà effectivement fait des En lien réunions. évidemment avec les entreprises concernées. Ouais, bien sûr. On a fait déjà des réunions avec toutes ces entreprises, alors toute la chaîne, hein, que ça soit les hôteliers, les restaurateurs, mais aussi des compagnies comme Air France, ADP. Quand on compare ça, par exemple, au post-attentat, il va y avoir besoin d'une communication sur la France et l'Île-de-France, situation sûre. Et on s'attend à des problématiques type des touristes chinois qui constituent par exemple le plus gros des touristes, qui sont habitués chez eux, et d'autant plus maintenant à avoir par exemple des masques partout. Ils auront du mal à venir dans un pays où les gens se baladeront dans les transports sans masque. Donc, il va y avoir un besoin aussi d'harmonisation un peu au niveau international de toutes ces procédures. La PDG d'Air France nous disait peut-être que comme suite aux attentats, on a eu maintenant dans les avions, par exemple, la possibilité de transporter des liquides de plus de 100 millilitres, peut-être que maintenant la nouvelle norme deviendra les masques, mais ça pose aussi la question dans les avions des masques, mais aussi dans tous les transports en commun. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est au cœur des questions du déconfinement. Valérie Pécresse s'est exprimée encore hier sur ce sujet dans les transports. On a habituellement 5 millions de personnes dans les transports au jour le jour. Donc, le déconfinement ne peut pas aller sans une reprise progressive et une organisation différente du travail, avec le télétravail, les horaires décalés, qui sont des mutations que nous avions déjà entamées à la région, mais qui doivent évidemment s'accélérer. Et donc, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent au niveau de l'attractivité, mais puis de la reprise du travail dans notre région. Bernard Cohen-Haddad, quand on préparait cette réunion, vous me disiez aussi il faut anticiper pour préparer la reprise. On vient de parler de l'attractivité de demain, du déconfinement. Comment on peut anticiper dès maintenant cette reprise d'activité? Oui, je crois que ça fait partie des réflexions que nous devons avoir, nous, les organisations patronales, nous, les entreprises, c'est de pouvoir anticiper à la fois la reprise économique, mais aussi ce que j'appelle l'autonomie stratégique de la région. Ça, c'est très important. D'ailleurs, la présidente de région vient de saisir le Césaire d'un texte, enfin, d'une proposition de réflexion sur
l'autonomie stratégique et le redéploiement industriel, c'est très important. L'Île-de-France, c'est la région capitale. C'est aussi un territoire qui est assez atomisé. Ce n'est pas la vice-présidente de région chargée de l'économie et de l'attractivité qui le dira. Et de la Paris ruralité, justement. Et de la ruralité, justement. Paris, ce n'est pas la Seine-et-Marne, ce n'est pas le 78 et ce n'est pas certains fonds du 93. Il y a une vraie diversité des entreprises, à la fois en taille, mais aussi sur le territoire. Et ça, nous devons y réfléchir parce que c'est non seulement du lien social, c'est de l'activité économique, c'est aussi de l'emploi de proximité, et de nous devons y travailler. Et c'est à nous, les entreprises, de penser cette reprise dans le cadre d'une nouvelle façon. Moi, ce que j'appelle, vous le savez, c'est César, c'est l'entreprise citoyenne. C'est la place de l'entreprise dans la cité à travers non pas seulement la RSE, à travers l'ensemble de ce qui peut être fait sur les liens avec les élus, les liens avec les associations, les liens aussi avec les écoles, avec l'enseignement supérieur, le mentorat, mais ça, Dominique Restineau est plus calé que moi sur ce type de lien. Donc, nous devons penser la reprise qui, pour moi, ne doit pas être trop longue parce que plus ce sera long et plus nos entrepreneurs qui ne sont pas des hommes et des femmes qui aiment rester chez eux, il faut le reconnaître, ce sont des hommes et des femmes actives, ont besoin aussi de retravailler. Et plus ce sera long, plus ce sera difficile de repartir. Dominique Restineau, je vais vous poser la question qui vient de m'arriver par Twitter via un agent de la ville de Paris anonyme. Faut-il gommer les dettes des PME-TPE pour ne plus vivre à crédit? Je n'ai pas compris. Faut-il gommer les dettes des PME-TPE pour ne plus vivre à crédit? Là, j'imagine que la personne fait référence aux charges qui, pour l'instant, sont gelées ou reportées. J'ai cru comprendre que sur certains secteurs d'activité, notamment CHR d'ailleurs, c'était à peu près le cas. Je pense qu'il faut aller plus loin. Oui, je pense qu'il faut aller plus loin parce que je rebondis sur ce que disait Bernard. Ça va être long, ça va être très long. Et nous aurons besoin, oui, les entreprises, les TPE, les PME, tous les acteurs, mais nous aurons besoin de tout le monde, nous aurons besoin des salariés, nous aurons besoin des indépendants pour rebâtir et reconstruire, et des collectivités. C'est extrêmement important parce que personne ne va pouvoir le faire dans son coin tout seul et il faudra qu'il y ait une harmonisation dans un processus qui va permettre de pouvoir réagir toujours avec une forme de réactivité assez forte parce que je suis certain qu'on ne va pas allumer le bouton de la lumière et que ça va repartir comme en 14. Il est évident qu'il y aura certainement des rechutes. Je suis désolé, c'est ma profonde conviction. Il y aura forcément des rechutes. Le travail qui est fait aujourd'hui, c'est bien sûr de faire en sorte de désengorger les hôpitaux et je crois qu'on est tous là à remercier bien sûr toutes ces premières lignes, mais il y en a d'autres derrière également. Et c'est un travail que tout le monde doit faire ensemble. Donc oui, pour certaines activités, il faudra certainement effacer des dettes. Enfin, avec Bernard, on partage ce point de vue. C'est extrêmement important parce que dès l'instant où vous avez Vous savez, en Île-de-France et à Paris, mais en Île-de-France, on a eu bien sûr les Gilets jaunes, on a eu bien sûr la partie des, comment dirais-je, des grèves. Des grèves. Et voilà, des grèves. Et je peux vous dire que les grèves, nous, on était sur le terrain en permanence également avec Bernard. Comment dirais-je, ce travail-là, on l'a vu et on a vu que ces commerçants, ces TPE n'arrivaient plus à travailler, n'arrivaient plus à faire rentrer de l'argent. Donc, il y a eu du report et c'était bien, mais le report ne suffira plus parce que sinon, ça sera l'asphyxie économique de toutes ces TPE et PME. Alexandra Dublanche, on me demande une question en lien avec. On m'envoie une question de Grégoire Holm. Les micro-entreprises souffrent beaucoup et, mis à part pour certaines, avec le Fonds de solidarité, les aides mises en place ne leur sont pas accessibles. Il faut pouvoir leur proposer un outil adapté, non seulement pour faire face à la crise, mais aussi pour qu'ils puissent redémarrer dès que cela sera rendu possible.
Oui, alors c'est le sujet, comme je le disais, du moment au niveau de voilà, nos réunions aussi avec l'État, l'accès au crédit, l'accès aux outils BPI à toutes ces entreprises, ces petites entreprises en difficulté et au crédit bancaire. Donc ça s'élargit. Par exemple, on avait un gros sujet au début sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui a été un peu passé entre les mailles du filet. Et donc, on a refait remonter ces problématiques et les dispositifs BPI se sont ouverts aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais il y a encore des trous dans la raquette. Si je reste sur ce secteur, par exemple, l'insertion par l'activité économique, où on place des gens voilà, sur des chantiers, etc., là, est en grande difficulté. Donc, par exemple, nous, on va combler tous ces manques. En fait, le rôle de la région, ça va vraiment être d'essayer de rattraper enfin, de ne laisser tomber personne. Et donc, tout ce qui passe entre les mailles du filet, d'essayer de les rattraper. Donc là, on réfléchit à une aide spécifique sur l'ESS. Sur le commerce, par exemple, également, on parlait tout à l'heure de la reprise d'activité, du déconfinement. Enfin, je pense qu'il faut se saisir aussi de certaines opportunités, si je peux les appeler ainsi, de cette crise. On voit bien, moi je le vois dans ma commune, par exemple à Sartrouville ou sur mon territoire ou partout d'ailleurs, ceux qui s'étaient mis au numérique s'en sortent un peu mieux que les autres. Moi je vois, j'ai une épicerie fine, elle me dit j'ai 0 baisse de chiffre d'affaires parce qu'elle fait de la livraison, elle a un site. On avait lancé avec la CCI il y a quelques mois un chèque numérique, la CCI et la CMA faisant en amont diagnostic numérique des commerces pour les aider à identifier les meilleures solutions. Et nous, on avait ce chèque numérique de 1 500 €. Ben, là, je pense qu'il faut qu'on accompagne, par exemple, ces commerçants à vraiment se saisir maintenant de cet outil. Il y avait peut-être un peu de réticence, pas le temps, pas l'envie, etc. Maintenant, c'est une nécessité parce que Dominique le disait, il y aura peut-être des pics à nouveau de ce virus-là, puis il y en aura peut-être d'autres. Donc, il faut tout ce qui est numérique. Je ne dis pas qu'on passe à une numérisation de la société, mais il faut quand même accélérer. Nous, on l'a vu avec les lycées également. La présidente avait pris en septembre dernier la décision d'équiper tous les lycées en tablette et en ordinateur, mais en laissant le choix au lycée. La moitié des lycées avaient fait ce choix-là, et nous, ce qu'on disait, c'était pour lutter contre la fracture numérique, parce qu'il y a des quartiers, encore une fois, je le sais à Sartrouville, où c'est un peu plus compliqué. On n'a pas 10 ordinateurs à la maison, il y a juste un petit téléphone portable. Et donc, la moitié des lycées qui n'ont pas fait ce choix aujourd'hui pour plein de raisons, je n'entrerai pas dedans, ben maintenant, voilà, il y a des difficultés particulières dans cette phase d'enseignement à distance. D'ailleurs, on a comblé un peu ce manque en Seine-Saint-Denis notamment, où il y a des difficultés encore plus importantes qu'ailleurs. Donc, il y a des réflexions à mener aussi pour la reprise d'activité. Évidemment, tout ce qui est équipement, et je suis sûre que ceux qui nous écoutent pensent à tous ces masques, ces équipements. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec la présidente. On parlait de réactivité. Je pense qu'on a su dès le début être très réactif sur cette commande de masques qu'on a pu distribuer massivement. On en a commandé 30 millions. Aujourd'hui, on a 10 millions qui étaient distribués. Et à des secteurs stratégiques, les transports, tous ceux qui continuent à travailler aujourd'hui, que ce soit le personnel soignant, bien sûr, mais les commerces, il y a des chantiers, du BTP, etc., et tous ceux qui veulent reprendre une activité, ils ont besoin d'être protégés. Donc, par exemple, on s'est battu pour que l'État nous autorise à équiper les agents des transports en masque, parce que les transports doivent continuer à acheminer ces personnes. Donc, cette question des masques aussi, des tests, etc., vous l'avez vu, elle est cruciale. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans les prochains jours. Je le disais avant de commencer cette réunion, on va équiper les TPE et les commerçants ouverts en masque avec ceux qu'on a reçus de la région. On l'a fait déjà pour les ambulanciers. On a ciblé en premier les personnels soignants, les EHPAD, etc. Et là, on l'a fait pour les policiers, tous ceux qui sont sur le terrain. Et on va continuer à le faire pour que cette activité économique reprenne au plus vite et voilà, les chiffres qu'on entend sur les récessions sont terribles. Il faut qu'on reprenne quand même une activité économique, mais de façon sécuritaire. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, au milieu de votre intervention, Alexandra Dublanche. Vous voulez laisser personne au bord du chemin, mais Édouard Abeille, sur Facebook, nous dit bonjour, quid des mandataires sociaux totalement exclus des aides? Je vois que Dominique Rostino hoche la tête. Je ne sais pas si nos Ouais, alors téléspectateurs peut-être le voient. Dominique, peut-être plus la réponse que moi. Enfin, c'est pas Dominique typiquement, Restino, vous j'ai souhaitez pas encore. répondre sur ce sujet? Oui, il y a forcément, alors puisque le fonds de garantie qui est très bien, ça va jusqu'à 1 million, moins de 10 personnes. Entre ce type d'entreprise et l'entreprise qui va faire 1,5 million ou 2 millions avec 20 personnes et dans lequel vous avez un TNS qui sort, enfin TNS c'est travailleur non salarié, ça peut être un gérant majoritaire ou ça peut être également un mandataire social qui est président d'une SAS, d'une SASU également. Comment dirais-je, eux,
c'est là où on voit encore qu'il y a des trous dans la raquette, mais Bernard partage tout à fait ce point de vue. Et c'est pour ça que votre question tout à l'heure, César, c'était est-ce qu'il faut descendre et aller faire du sur-mesure? On ne va pas faire du sur-mesure par personne, on va faire du sur-mesure par type de population, type de profession, aussi bien on le fait sur les filières, et c'est très bien, aussi bien il faut le faire sur les différents statuts. Sur la micro-entreprise, alors, il y a le micro-entrepreneur qui va être salarié, qui à côté de cela va avoir une petite activité complémentaire parce qu'il a le droit, et c'est très bien, c'est une chose, mais il y a également celui qui va faire son chiffre d'affaires, peut-être 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires annuellement. Eh bien, lui, effectivement, si tout s'arrête, il a besoin également d'une aide. Et je n'ai pas encore bien compris, là, je vous avoue, sur les micro-entrepreneurs, mais je crois que oui, mais je ne suis pas encore certain sur cette aide qui peut arriver dans le fond de solidarité. Mais c'est important, c'est important, je dis à ce monsieur, nous, on est des relais. Voilà, on est tous implantés dans nos territoires, qu'on soit élus, enfin, on est tous élus là, et que ce soit voilà des élus locaux ou de la CPME, de la CCI, etc. Il faut nous faire remonter toutes ces problématiques pour qu'on les fasse remonter à l'État également, puisque nous ne pouvons pas tout. Donc, et après en discuter ensemble, voir comment monter des dispositifs ad hoc. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ces problématiques précises par type de sujets et de professions. Et je peux dire à notre auditeur que je comprends très bien sa question puisque je suis un entrepreneur, comme Bernard et également Alexandra. Donc, on sait de quoi on parle également, on comprend ce qu'il nous dit et nous vivons parce que nous sommes exactement dans cette catégorie de population. Oui, si vous me Bernard, permettez, oui, justement, parce que moi, je suis un travailleur non salarié, figurez-vous. Je suis un gérant de SARL comme Dominique. Et donc, on le vit au premier chef. Et on sait ce que l'on perd tous les jours du fait de ne pas être en activité ou de ne pas avoir ses revenus. Donc, on en a conscience. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui le vivent. Nous le vivons. Et ce qui nous sauve peut-être, c'est cette capacité de tâtonnement responsable qui se passe actuellement, où les dispositifs évoluent d'un jour sur l'autre grâce au retour terrain que nous faisons les uns et les autres. Et ça, c'est fondamental. Tant qu'on a l'écoute de la région, tant que la région a un effet de levier sur l'État avec ses moyens financiers, c'est très important pour nous. Moi, j'aimerais aussi préciser quelque chose. C'est que tout à l'heure, on parlait d'un certain nombre de gels de charges fiscales, sociales ou communes, comme les loyers. Moi, je demande depuis le début de la crise un mois glissant pour les boutiques, des loyers, des boutiques, des locaux commerciaux, parce que nous n'arriverons pas à nous en sortir. Donc, je demande effectivement que les bailleurs sociaux, les grands retail, les bailleurs privés et institutionnels puissent offrir, au titre de la solidarité, un mois glissant à nos TPE, PME en boutique qui ne travaillent pas ou qui ont du mal aujourd'hui à s'en sortir. C'est important de manifester aussi cette solidarité parce que les reports d'échéance que nous devrons payer ne pourront pas tout payer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour aller dans le sens de ce qui a été dit Alexandra et Dominique, c'est notre volonté de développer l'entreprise 4.0, c'est-à-dire l'entreprise numérique. C'est une réflexion qui nous est chère avec Dominique, puisque j'anime au titre de la région une réflexion sur le sujet, dont le rapport sortira dans un mois ou deux, puisqu'nous attendons la validation d'une plénière. Et c'est important d'encourager les petites entreprises à faire du numérique, à la fois pour leurs clients, à la fois une vitrine numérique, à la fois aussi pour correspondre mieux qu'aujourd'hui avec leurs partenaires financiers, avec leurs partenaires d'entreprise, avec les administrations. Encore faut-il que notre entourage soit aussi, comment dirais-je, à l'écoute de ces dispositions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour celles et ceux comme moi qui font partie des activités essentielles, on a du mal à recevoir notre courrier, on a du mal à avoir parfois un contact dans l'administration parce qu'à travers le droit de retrait, un certain nombre d'administrations publiques ou d'entreprises à mission de service public ne fonctionnent pas. Donc, ce n'est pas seulement la difficulté dans les petites entreprises, c'est la difficulté dans certaines administrations. Ce n'est pas le cas de la région, mais je ne veux pas faire la pub de la région parce qu'après, on va dire que je suis un groupie de la présidente de région et de son un petit peu quand même, fait.
Non, mais je pense que quand le travail est bien fait et qu'il est à l'écoute des entreprises, il faut savoir le dire, c'est important parce que sinon on n'avance pas. Donc il est important que les administrations soient aussi à l'écoute des difficultés des entreprises et qu'elles passent au numérique dans leurs relations. On a vu que ça marchait avec le prélèvement à la source. C'est important aussi que dans d'autres activités aujourd'hui, on puisse fonctionner à travers le numérique, qui n'est pas un danger pour l'emploi, je tiens à le dire, mais qui est d'une autre façon de travailler. On le voit bien avec le télétravail. Oui, Dominique Christinoge. Oui, je voudrais qu'on reste 2 secondes sur, effectivement, c'est un peu le sujet quand même ce matin, les TPE et les commerces. Par rapport à ce que disaient et Alexandra et Bernard, et notamment les chèques numériques dont parlait Alexandra tout à l'heure, je crois qu'il faudra le déployer, le renforcer. À la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France et à Paris, nous, et l'ensemble du territoire francilien, nous développons des formations pour les commerçants. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, je voudrais enlever cette barrière commerçant, TPE. Moi qui accompagne un bon nombre de jeunes entrepreneurs, ils ont commencé sur le digital, ils ouvrent des points de vente et des boutiques. Et donc, c'est cette mixité, ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire le physique et le digital, qui permet, comme le disait Alexandra, de pouvoir continuer des ventes. Moi, je connais des entreprises qui vont très, très bien. Et alors, je ne parle pas de la logistique. Il y a des entreprises qui sont, par Dans quel exemple… domaine, Dominique? Même dans l'informatique, je vois des chefs d'entreprise qui sont des TPE, PME, qui sont en mode SaaS, qui apportent un service en mode SaaS, c'est-à-dire en ligne pour des logiciels de gestion d'activité. Aujourd'hui, plus que jamais, et j'avais le chef d'entreprise encore hier, qui me disait, j'ai des clients, enfin des prospects sur lesquels on est en train de discuter, qui me rappellent pour me dire, bon, peut-être qu'on va accélérer notre processus de décision parce qu'ils voient bien que d'un côté, soit ils ne peuvent pas travailler et avec le digital, ça leur permet de pouvoir travailler. Et ça n'est pas en opposition. Je ne suis pas en train de penser aux grands méchants loups et tout ça. En opposition, on doit vivre avec notre temps, bien sûr. Et là, l'ensemble des acteurs, la région qui soutient cette opération notamment de chèques numériques, mais également tous les acteurs et avec la CPME, on est au plus près de ces entreprises et donc on est là pour les accompagner. Ça, c'est de l'outil technique. Mais il y a une chose qui est chère également à Bernard, et je sais Alexandra, c'est bien sûr il faut des aides financières, c'est impératif. Mais nous avons mis en place, comme nous l'avions fait à la CCI de Paris-Île-de-France en 2008-2009, le centre de relations clients qui a servi au lancement de la médiation du crédit pendant cette crise, je dirais, financière. Depuis le début de cette crise aujourd'hui, ce sont des centaines et des milliers d'appels qui arrivent de chefs d'entreprise, plus ou moins grandes, et surtout des petites, qui sont un peu perdus, bien sûr qu'ils l'étaient. Alors aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, mais il y a encore un bon nombre de personnes qui, je le vois dans toutes les webconférences que nous faisons, reposent des questions et je me dis parfois, mais c'est fou, je pensais que les gens maintenant tous savaient. Donc, il y a une organisation qui est faite à travers l'information. Alexandra en parlait. L'information qui descend de l'État, parce que les sites que nous relayons tous et les informations que nous relayons tous, que ce soit la région, la CPME, dans les autres organisations, dans les chambres de commerce, dans les chambres de métiers également, puisque l'État a confié aux chambres de commerce et chambres de métiers le relais d'information pour l'ensemble des acteurs économiques en premier niveau, pour apporter cette information. Et nous devons tous travailler ensemble, mais il faut se plugger sur ces sites Internet de la région, de la CPE, de la Chambre de commerce, qui permettent d'avoir cette bonne information qui remonte et qui est mise à jour en permanence, parce que vous le voyez, on parlait de réactivité sans arrêt, parce qu'ils écoutent, parce qu'il y a des modifications, heureusement d'ailleurs, il y a des modifications qui sont apportées, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être avec un papier dans les mains pour donner l'information, il faut qu'elle soit en ligne, parce qu'elle bouge parfois quotidiennement, et ça c'est important de pouvoir le rappeler en même temps. Alexandra Dublanche, la région a aussi mis en place un numéro de téléphone pour répondre aux sollicitations. Sur quel sujet êtes-vous appelé et que répondez-vous aux sollicitations? Alors, je voudrais réagir sur plusieurs points. Effectivement, je pense que si on prend un peu de recul, la réactivité est essentielle en ce moment, et c'est ce qu'ont dit Bernard et Dominique, être en capacité d'adapter des dispositifs qui sont imparfaits dans leur première mouture pour répondre au maximum de situations. Ce qu'on dit sur les commerces, sur les entreprises, voilà, moi je ne veux pas être la politique qui fuit ses responsabilités, il faut le faire aussi pour les administrations, parce qu'on se rend compte quand même aussi dans cette crise
que le démarrage, je trouve que ça a été parfois un peu compliqué. Moi, j'ai des sujets, par exemple, pour parler de commerce, mais dans la ruralité, où ça passe par des services de l'État qui sont pas du tout entièrement numérisés, où il y a encore des factures papier, et ça pose de graves problèmes aujourd'hui pour le paiement des subventions à ces commerces ruraux, par exemple. Donc, c'est vrai que nous, c'est pas pour, en restant en toute humilité, hein, ceux qui me connaissent le savent, c'est qu'à la région, c'est vrai qu'on avait, dès qu'on a déménagé à Saint-Ouen, on a entamé cette transformation de numérisation. Nos agents étaient déjà 2 jours par semaine au télétravail, donc ça a été immédiatement faisable. Je me souviens, les conf calls au début, avec les services d'État, c'était un peu compliqué. Enfin, nous, on avait déjà tous les outils et c'est important dans une crise comme ça. Donc, ce qu'on dit pour les entreprises, il faut aussi que ça se fasse pour les administrations parce qu'il y aura d'autres crises comme celle-ci. Donc, cette numérisation, elle doit s'imposer à tous. Sur le numéro, donc la réactivité, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, par exemple, les directs ont été surchargés d'appels pour le chômage partiel, ça ne répondait plus, etc. Et on s'est positionné dans une logique inverse de celle de d'habitude où on veut toujours le guichet unique pour simplifier la vie des entrepreneurs. Là, on a multiplié les canaux de communication et donc la région a effectivement aussi ouvert une ligne 01 53 85 53 85. Donc, on reçoit… Alors, comment? C'est dit. Voilà. Non, mais parce que voilà, et je sais, la CCI en a un, tout le monde en a un. Voilà, il faut multiplier encore une fois et vous allez là où vous avez vos habitudes. Nous, on essaie de répondre à toutes les sollicitations, même celles qui ne concernent pas la région. Si vous avez une question chômage partiel et qu'on sait répondre, on répond. Sinon, on redirige effectivement vers les autres services. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a eu énormément de questions sur le fonds de solidarité parce que aussi les critères ont bougé. C'est bien de s'adapter, mais parfois c'est un peu compliqué puisqu'on a parlé d'une aide forfaitaire de 1 500 € pendant au moins une semaine. Et puis finalement, c'était plus une aide forfaitaire, c'était un maximum de 1 500 €. Donc, je comprends que les entrepreneurs soient perdus et il faut adapter, mais il ne faut pas avoir des retours en arrière. Ça, je m'y oppose. Quand ça va dans le bon sens, quand on passe de 70% de perte de chiffre d'affaires minimum à 50%, ça va. Mais quand on dit montant forfaitaire de 1 500 € et finalement l'État revient en disant c'est un montant maximal, là, ça ne va pas. Donc, c'est compliqué, c'est de la gestion de crise, mais il faut faire attention pour que les entrepreneurs ne soient pas complètement perdus. Je voulais aussi, sur les commerces, dire un mot sur le fait que, donc, il y a les aides financières, on l'a dit avec Dominique, mais il n'y a pas que ça, il y a l'accompagnement que font très bien la CMA et la CCI, la Chambre des métiers et la Chambre d'industrie, et la CPME, j'imagine aussi, sur le diagnostic. Et nous, par exemple, là aussi, on nous a beaucoup opposé notre opposition. On a beaucoup travaillé sur la Smart Région. Alors, ça leur paraissait complètement accessoire et on se faisait beaucoup taper dessus sur ce sujet. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est un outil qui nous aide énormément, qui nous aide, par exemple, avec les pôles de compétitivité, on a fait une plateforme de solutions parce qu'encore une fois, il y a énormément de bonnes initiatives des entreprises qui proposent de la formation en télétravail, de la cybersécurité pour les hôpitaux et pour les commerçants artisans. On a une rubrique entière dédiée aux commerçants artisans, de plein de startups, d'entreprises qui proposent des services de livraison, des services de paiement quand le commerçant ne sait pas comment s'y prendre, quand le restaurateur qui a fermé, il veut faire de la livraison à domicile, il ne sait pas comment faire. Il y a toutes ces solutions qui leur sont proposées. Nous, on est juste un entremetteur, mais voilà, cette plateforme permet de le faire. Et donc, c'est vraiment de l'intelligence collective et ça, c'est essentiel en ce moment, je pense. Justement, il faut des solutions et nos internautes nous en demandent d'y répondre. Christophe Chauvet, par exemple, dit « Il faut trouver une solution rapide pour ouvrir les commerces et les restaurants, y compris en mode dégradé. Un client sur 2 avec le port de masque généralisé. » Et il pose aussi une question sur les dentistes, sachant que les règles de distanciation sociale sont compliquées à respecter. Qu'est-ce qu'on peut faire, Bernard Cohen-Haddad, pour aider ces restaurateurs, ces commerces et même ces dentistes? Écoutez, nous avons très vite dit qu'il fallait reprendre dans la mesure de la responsabilité le travail, vous m'en donnerez acte, mais qu'il faut aussi la sécurité pour tous, la sécurité pour nos entrepreneurs et la sécurité pour nos collaborateurs. Et il y a eu des fiches, il y en a encore, des fiches métiers, on en a près d'une centaine qui sont les bonnes pratiques pour que l'on puisse effectivement respecter les gestes barrières, la distanciation, mais aussi pouvoir travailler. Ce n'est pas normal qu'au début, des entrepreneurs qui allaient faire un dépannage en plomberie, en électricité, se trouvaient en infraction parce qu'ils n'avaient pas des masques dans une voiture où ils sont 2, tout simplement parce que des masques, on ne pouvait pas en avoir. Vous voyez, ce genre de choses fait qu'il
il y a ce besoin de reprendre le travail parce que, il faut le dire, et je crois que c'est tout à notre honneur, nos entreprises n'aiment pas être subvention dépendants. C'est-à-dire qu'on aime travailler et gagner Et c'est notre très vie. bien. Et c'est comme ça qu'on a créé, et c'est comme ça qu'on est entrepreneur. Mais aujourd'hui, il faut aussi le dire avec force, vigueur. Nous avons des entrepreneurs qui sont hospitalisés, nous avons des collaborateurs qui sont hospitalisés, nous avons malheureusement vu la perte d'entrepreneurs hommes et femmes à travers cette saloperie, je le dis entre guillemets, qui est le Covid-19. Donc, il faut faire très attention. Donc, nous y veillons. Nous encourageons les uns et les autres à reprendre l'activité responsable, mais aussi, d'abord, je le dis, à se protéger et tout faire pour respecter les consignes que la région, que les autorités sanitaires, que les CCI, que nous mettons sur nos sites et que nous essayons de diffuser. C'est important de se protéger, mais c'est aussi important de reprendre l'activité dans le cadre d'une grande responsabilité collective. Est-ce que vas-y Dominique, oui, pardon. Ce que je voulais rebondir sur l'intervention de notre internaute. Bien sûr que nous avons besoin que cette économie reparte. Personnellement, j'ai envie de dire, pas au détriment de la santé publique. Il faudra, au fur et à mesure, et c'est tout le travail, toute la difficulté du travail que l'État, nous tous avons, et nous tous citoyens avons, parce que c'est une question collective, cette question-là, de pouvoir remettre la France en avant. J'ai envie de prendre un peu le contre-pied. Oui, il faut que les commerces et les restaurants réouvrent. Mais avant la fermeture et tout ça, quand il y avait la protection, les gestes barrières, il n'y avait personne dans les restaurants. Et je vais mettre un petit peu le pied dans le plat. Aujourd'hui, pour un restaurateur, qu'est-ce qui est mieux? C'est d'être soutenu par l'État et de ne pas ouvrir parce que problème barrière, ou en même temps, ou de l'autre côté, ne plus être soutenu par l'État parce qu'il va réouvrir, qu'il n'y aura personne dans les restaurants et qu'il devra quand même payer des gens. Cette question-là, elle est, de mon point de vue, très pratico-pratique, très réelle, et il faut absolument répondre à cette question avant de dire on ouvre ou on n'ouvre pas. Pardon, je mets un peu les pieds dans le plat, mais je crois que c'est la réalité de ce qui va se passer. Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Effectivement, la santé des salariés reste essentielle et là aussi, il y a eu, ça a été compliqué pour pas mal de secteurs d'activité. Le message confinement, puis ah non, il faut reprendre l'activité, mais en fait, vous n'avez pas de masque, donc c'est très, très complexe. Nous, à notre niveau, ce qu'on essaye de faire au niveau régional, c'est encore une fois déjà d'équiper en masque ces professions. Parmi les restaurateurs, il y en a beaucoup qui se sont mis à la livraison devant la porte, comme ça, sans contact. Donc voilà, nous, on va faire une distribution là, des masques qu'on a reçus de la région. Sur les dentistes, par exemple, c'était une des premières, on a eu des demandes des dentistes. Il y a encore c'est pas des permanences, mais voilà, ils reçoivent des rendez-vous d'urgence. Donc, on a équipé les dentistes d'Île-de-France. On a répondu à leurs demandes, je ne sais plus combien de masques. On leur a donné ce qu'ils avaient demandé et leurs besoins. Et sur un mot sur le BTP aussi, où il y a eu beaucoup, c'était au cœur de sujet de nombreuses réunions que nous avons eues. D'ailleurs, il y en a une en ce moment là dans les Yvelines dans laquelle je ne peux pas être. Le BTP, pareil, ils voulaient reprendre l'activité, mais sans masque, etc. Et leurs salariés, après qu'on leur ait dit confinement, évidemment, ils n'ont pas Il y a envie le de guide de retourner bonne pratique travailler. dans le BTP aussi. Alors, il y a des guides, effectivement. Là, je sais qu'on est en discussion avec eux pour, pareil, équiper en masque. En tout cas, nous, sur les chantiers régions, et je dis un mot sur les marchés publics. Les marchés publics, nous, on a toujours essayé de maintenir ces chantiers dans les lycées, par exemple, dans le respect de ces normes, de ces mesures sanitaires, etc., bien sûr, mais pour ne pas stopper complètement non plus cette activité économique. Donc, équiper ceux qui le peuvent, respecter grâce aux guides qu'éditent les uns et les autres, mais pour que voilà, cette activité puisse reprendre sur certains chantiers essentiels. Je pense évidemment aussi au transport, par exemple. Il nous reste 2 minutes. Je vous propose que chacun, ça passe vite, que chacun émette une idée pour l'après. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je dirais surtout, ne restez pas seuls aujourd'hui et demain. Nos organisations, la région, la CCI sont là pour vous accompagner.
Le métier d'entrepreneur, c'est un métier seul, mais aujourd'hui, on a besoin de solidarité plus qu'hier. Et nous sommes là, à votre écoute. C'est non seulement notre vocation, c'est aussi notre engagement. Dominique Crestino. Euh, il y a effectivement les problèmes de santé, mais avec des drames. Nous en vivons tous. Il y a aujourd'hui également une ingéniosité de notre population, de notre peuple, que je trouve absolument remarquable. D'un côté, il y a des choses magnifiques, et malheureusement, il y a aussi des choses très sombres, comme certains disent. Je crois qu'il faut pouvoir se ressourcer de cela. L'information et le soutien, en plus du financier, est fondamental. Donc oui, allez sur nos sites, prenez contact. Nous avons un centre de contact en Île-de-France où c'est des centaines et des milliers d'appels avec un accompagnement totalement global. Il ne faut pas rester seul, c'est impératif de pouvoir échanger. Bon nombre de webconférences sont en ligne. Ça permet de prendre également d'échanges d'entrepreneurs, également de pouvoir se remonter le moral. C'est extrêmement important puisque nos réseaux physiques ne sont pas toujours de la même manière présents. Et surtout, il faut qu'on travaille et qu'on continue à travailler tous ensemble, région, activités syndicales, chambre de commerce, chambre de métier, organisations, associations, commerçants, chefs d'entreprise, grands, petits, moyens, parce que c'est ensemble que nous allons sortir de ce gros problème. Il sera long, j'en suis convaincu, mais on ne peut pas le faire seul dans notre coin. Et Bernard a raison, c'est de ne pas rester seul. Un dernier mot, Alexandra Dublanche. Alors, je rejoins évidemment tout ce qui a été dit. Pour l'après, c'est que toutes ces belles initiatives qu'on a vues pendant cette crise, cette solidarité se poursuivent. Je pense aussi, par exemple, je suis en charge de l'agriculture, on a vu un retour au local, aux producteurs locaux pour faire vivre nos agriculteurs. Ça, si ça pouvait perdurer, ça serait formidable. Les gens maintenant qui ont pris une habitude et ils ont identifié leurs producteurs locaux, ils ont fait cette démarche parce qu'ils n'avaient pas le choix, que ça perdure. Donc voilà. Et après, de façon un peu plus large, et Bernard en a dit un mot tout à l'heure, toute la réflexion sur la relocalisation et sur toutes nos faiblesses des années passées sont ressorties encore davantage. J'ai échangé l'autre jour avec Air France qui me disait que le manque de compétitivité d'Air France fait que Air France est encore plus touchée que d'autres compagnies aériennes dans le monde. Donc, ça a fait ressortir aussi nos faiblesses, malheureusement. Et donc, sur la relocalisation, nous, on essayait déjà avec tous les acteurs, là, la CCI, le MEDEF, CPME, de faire se réimplanter de l'industrie, notamment par exemple dans notre région. Là, on n'a plus le choix. Il faut qu'avec l'industrie du médicament, l'industrie de l'automobile, l'agroalimentaire, etc., on s'interroge véritablement et qu'on développe des dispositifs d'aide, pas forcément financière, mais aussi qu'on ait ces réflexions tous ensemble et qu'on puisse proposer vraiment une offre comme ça locale, que ce soit dans l'agriculture, mais aussi sur l'industrie, que toute la filière se relocalise dans notre pays pour qu'on n'ait plus autant de problèmes la prochaine fois. Si je peux me permettre, et si je ne dois pas parler après la vice-présidente, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu sanitaire, il y a un enjeu d'existence. Et j'espère profondément que tous ensemble, collectivement, nous pourrons, après, réfléchir à tout ça parce qu'il y a de très bonnes choses à garder pour demain. Merci à tous les trois. On se retrouve mardi prochain à 10h30 avec Valérie Pécresse, justement pour évoquer l'après, la transformation économique de notre pays. Mardi prochain sur ce même canal à 10h30. Merci à tous les trois pour vos témoignages et vos réponses très concrètes à des questions très précises. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.